vive à tout ce qui concerne la discrimination. Donc il y a eu une appétence très forte pour l'égalité entre les hommes, les femmes, les races, aucun problème, les cultures, aucun problème. Et puis, là, je mets à part ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux, ce qui n'est pas anodin quand même, une accélération. Mais avant ça, il y a un concept, parce que c'est un concept en fait, qui m'a sauté aux yeux et dont je traite assez largement dans ce livre, enfin sur quelques chapitres, c'est le concept d'hyperhumanisme. Et je trouve ça assez intéressant. Je le dis en 2 mots, si vous voulez, hein, l'hyperhumanisme. C'est-à-dire, vous voyez, d'abord, il y a une appétence, un désir, une volonté d'égalisation, très bien, mais pas excessive. On gardait quand même le sens des discriminations, c'est-à-dire des différences. Par exemple, entre l'étranger et le citoyen, on voit la différence. Entre l'homme et la femme aussi. Entre le sexe de l'un et le sexe de l'autre. L'homme n'est pas une femme, etc. Bon, une sorte de raison. Et puis, au moment, en France, en 2019-2020, au moment du vote sur la PMA, est apparu, mais personne ne l'a remarqué, c'est quand même étrange, est apparu un terme dans le rapport, justement, par le rapporteur de la loi, un monsieur très bien, un homme de gauche, mais de grande qualité, très honnête homme, naturellement, le concept d'hyperhumanisme. C'était quoi? L'homme et la femme, peu importe la famille, l'important, pour accueillir les enfants, il faut l'amour. Eh bien, l'hyperhumanisme, c'est un au-delà des droits de l'homme. C'est l'égalité universelle, plus aucune discrimination entre les uns et les autres. Ça a été comme ça un terme qu'il a lancé, ce rapporteur, dans la discussion, dans le rapport. Et il y a 2 ans de ça, à peu près, 1 an et demi. Vous voyez, au moment de la loi sur la PMA qui était acceptée, bien sûr, comme vous le savez. Hyperhumanisme. Hyperhumanisme. Au-delà des droits de l'homme. Un concept nouveau, une civilisation presque nouvelle qui se glisse là-dessous, où il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de frontières entre les sexes, il n'y a plus de frontières presque entre les peuples. Chacun est dans une égalité universelle et totale. Et ça donne le fait, la question des trans, les femmes, et c'est la loi sur la PMA sur les couples de femmes seules. Ensuite, ça va être la GPA. Il n'y a plus aucune limite. Il n'y a plus aucune limite. C'est ça que je veux dire. L'hyperhumanisme, c'est un au-delà d'humain. C'est pas le transhumanisme, mais on y va quand même. Pardon, je termine là-dessus. C'est une forme de révolution. C'est un terme qui était lancé comme ça. L'hyperhumanisme pour redéfinir... Ce sont les termes. L'hyperhumanisme pour redessiner la condition humaine. Ça vous rappelle rien, ça? C'est l'homme nouveau. C'est le projet totalitaire. Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas, à travers cette espèce de radicalisation du contractualisme démocratique, la possibilité de l'abolition, tout simplement, du désir entre les sexes? Oui. Et sous cet angle-là, on peut dire qu'on est dans un changement de civilisation. On peut dire d'ailleurs, si on veut massifier, si j'ose dire l'approche, c'est de dire on est passé de la graphosphère à la vidéosphère, c'est-à-dire le langage écrit, la littérature, la poésie, les mythes sur lesquels reposent les désirs. On ne désire pas par hasard comme ça. Hein, tous ces mythes-là vont être balayés et sont en train d'ailleurs d'être attaqués, sinon balayés, de telle sorte que les conditions même du désir entre les hommes et les femmes, des hommes vers les femmes et bien sûr des femmes vers les hommes, tout cela risque d'être mis en danger de telle sorte. D'ailleurs, ça trouve aujourd'hui déjà, ça trouve des conséquences, c'est-à-dire des troubles psychologiques très forts. Enfin, pour les adolescents aujourd'hui, c'est terrible. Comment est-ce que je vais désirer? Qu'est-ce que je vais désirer? La question... Non seulement comment on désire, mais qu'est-ce que je désire? Et non seulement qu'est-ce que je désire, mais comment je désire? Qu'en est-il de désir? Ça peut donner un monde absolument effroyable. Un monde métallique, un monde d'atomes, les uns à côté des autres, qui se cherchent, qui s'égarent, qui ne savent pas où se trouver. Je suis très inquiet.
Je pense qu'il y a un certain nombre de raisons, naturellement, parce que le phénomène est très lourd, puisque c'est un phénomène qui touche le véhicule essentiel de la transmission des pensées, à savoir le langage. Et comme vous l'avez, je crois, il n'y a pas longtemps, très bien expliqué, à travers ce qui se passe avec l'Union, la Commission sur le langage, il y a un travail, une remise en cause de notre langue, qui est extrêmement inquiétante. Alors à quoi ça tient? Je pense qu'il y a notamment un décrochage. Et ça se voit avec l'écriture inclusive qu'il faut prendre comme un symbole. Un décrochage entre la langue qu'on profère et la langue telle qu'elle est écrite et qui est maintenant complètement dissociée. C'est-à-dire qu'il y a derrière, je crois, assez largement un effondrement de l'école, ça joue, des modes de transmission, certainement. Il faudra aller plus loin et j'avouerai, sinon mon incompétence, en tout cas, je pense que c'est une longue discussion, mais c'est la question du langage qui se pose aujourd'hui. Il y a un décrochage extrêmement clair entre, pour aller vite, ce qu'on dit et la réalité de ce qu'on dit. Alors, vous évoquez vers la fin de l'ouvrage une scène tout à fait amusante, c'est-à-dire vous, toute votre vie, vous êtes regardé dans le miroir sans jamais douter un seul instant que vous soyez un homme. En fait, la question ne se posait même pas. Et vous êtes conscient de basculer dans un monde où cette évidence plurimillénaire n'en est plus une. Comment expliquer cette espèce de sacralisation de la subjectivité à un point tel que désormais, même le donné élémentaire qui est l'identité, le sexe biologique, est désormais remis en question? Comment expliquer le fait qu'on puisse pousser une forme de déni de réel jusque-là? Il m'est difficile de ne pas me dire qu'il y a des raisons religieuses à cela. L'abdication du religieux en Europe. Aux États-Unis, il y a aussi une certaine forme de traitement du religieux, à savoir un déplacement. Ce n'est plus Dieu qui est en cause, c'est qu'il y a simplement un transfert de sentiments religieux. Parce que, je dis ça, parce que quand même, à travers le mariage homosexuel, il est parfaitement accepté maintenant, mais enfin, c'est quand même une rupture anthropologique extraordinaire. 2 hommes, 2 femmes qui s'épousent, bon. Mais il y a une transformation, une révolution, qui est encore peut-être plus incroyable et plus profonde. C'est bien évidemment la question du genre. Hein. Il n'y a plus c'est quand même fou, c'est la première fois, à ma connaissance, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a plus 2 sexes, mais il y a une infinité possible de genres. Bon, je me suis dit, qu'est-ce qui peut justifier ça ou expliquer ça, sinon un mouvement de nature religieuse, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus fondamental dans l'humanité. Parce que pour avoir une rupture anthropologique aussi violente, il faut nécessairement un mécanisme qui se rapporte au cœur même, à l'essence même de l'humanité. Et je me suis dit, il n'y a que le religieux. Donc, une transformation du religieux traditionnel, si l'on veut, en quelque chose de nouveau, avec, comme souvent le religieux, au moins dans ses débuts, quelque chose de totalitaire, au moins comme potentialité. On a évoqué la question totalitaire, vous parlez d'une redéfinition de la nature humaine. Et ça, effectivement, c'est un projet qui hante la modernité, mais qui a véritablement marqué le 20e siècle de manière terrible. Pourriez-vous nous dessiner, tel que vous le voyez, tel que vous le décrivez dans l'ouvrage, le visage de ce nouveau totalitarisme? Jusqu'où il pourrait aller, peut-être jusqu'où est-il déjà avancé? Jusqu'où elle pourrait aller, cette nouvelle tentation totalitaire? Dans ses pires conséquences, on peut avoir une société... J'ai bien dans ses pires conséquences, on n'y est pas. Hein. J'espère qu'on n'y sera jamais. Dans ses pires conséquences, on peut aller vers un monde sans père, un monde sans mère, un monde sans famille, ce qui vous rappellera peut-être quelque chose. C'est le meilleur des mondes, d'Huxley. Dans le pire des cas. Avant d'aller vers ça, je pense qu'il y a une quasi-destruction des rapports interhumains. Alors, les formes que ça peut prendre, ça joue sur le langage. Ça joue bien évidemment, on l'a vu, on le voit bien, on commence à en souffrir avec l'écriture inclusive. Je pense qu'on peut aller vers Dès lors qu'il n'y aura plus de... On y va quand même. Hein. On parle PMA, GPA, etc. Le transhumanisme n'est pas si loin que ça. Les utérus artificiels qui permettra aux... Moi, j'ai été très frappé, vous voyez, avec les néo-féministes, celles que j'ai pu voir. Je ne les connais pas nécessairement personnellement. Ce qui me frappe le plus, je pense, c'est, bien sûr, il y a une forme de détestation de l'homme, c'est évident, occidentale. Une détestation
de la famille, c'est très clair. Une détestation de la mère, et c'est peu dit, de la mère, de la maman. Hein, c'est très peu dit, très peu mis en avant. C'est donc ça concerne la transmission, la génération, c'est-à-dire le temps, la mémoire, l'histoire, etc. Là, une volonté de table rase qui est une forme de suicide. Il nous reste une trentaine de secondes. Je vous poserai simplement une question à laquelle vous vous attendez. Y a-t-il une raison d'espérer que tout n'aille pas aussi mal qu'on puisse le craindre? Oui. Parce que tout ça, ça demeure, heureusement, très minoritaire. Simplement, pourquoi ça prend tant d'ampleur? On en parle autant. Parce qu'en même temps, je crois que nous sommes tous un peu sidérés devant cette résurgence des grandes horreurs du XXe siècle, des grandes folies, des grandes tables rases. C'est minoritaire. Moi, je pense, ça durera ce que ça durera. Arthur de Vatrigan. Vous en parliez au début, vous en parlez dans votre livre, vous dénoncez la démolition de la figure paternelle et vous parlez également du langage. Et donc c'est vrai qu'il y a ce mot-là, fameux mot qui revient souvent, qui est le patriarcat. Après, si on reprend un peu historiquement, la figure paternelle, c'est l'autorité. Depuis 68, l'autorité est sérieusement amochée. Et puis ensuite est venu ce mot-là pour désigner le coupable. Est-ce qu'il faut réhabiliter le patriarcat? C'est-à-dire le redéfinir, ou le définir tout simplement, et le réhabiliter? Moi, ma réponse, elle est très claire. Le patriarcat, évidemment, ça dépend lequel. Si celui du patriarcat qui est de Kaboul, c'est un peu moyen. Occidental. D'accord. Donc, occidental, je pense qu'il faut réhabiliter, je crois que c'est une nécessité, la fonction paternelle. Parce que si c'est, je ne vais pas parler du patriarcat du 19e siècle, par exemple. Hein, c'est pas celui, par exemple, du Lys dans la vallée de Balzac, qui montre très bien à quel point la femme est très soumise à la loi du mari. C'est pas ce patriarcat-là que je songeais, naturellement. En revanche, je pense qu'il faut réhabiliter, renforcer la fonction paternelle. Non pas du tout pour écraser, corseter la famille, pas du tout, mais pour qu'il y ait une instance en surplomb. Ça peut être une femme qui le remplit, hein. C'est pas la fonction paternelle, peu importe le sexe à la limite, peu importe. Mais il faut de l'homme derrière, cependant. Et je pense qu'au sein de la famille, il faut rétablir, après tout, le socle familial, c'est-à-dire la structure familiale. Ça peut évoluer naturellement, mais il faut qu'on ait en arrière-fond l'idée que le père est essentiel au rapport entre les hommes et les femmes et à l'ordre social. Parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, on le voit très bien, c'est que la lente disparition, l'évanouissement de la fonction paternelle, elle se traduit par une perte d'autorité et d'ordre au sein même de la société. Il suffit de regarder autour de nous pour en être convaincu. Alors, il y a un paradoxe néanmoins, c'est-à-dire on est en lutte absolument contre le patriarcat en Occident, là où il s'est effondré, là où il s'est dissipé, là où il n'est plus présent. Mais paradoxalement, dans d'autres coins du monde, où le patriarcat, là, mais dans sa forme la plus régressive, la plus agressive, la plus violente, est encore dominant, on l'épargne en quelque sorte. Il n'est pas la cible des critiques des néo-féministes auxquelles faisait référence au tout début de l'entretien. Comment expliquer le fait que finalement, c'est peut-être moins l'homme, c'est peut-être moins le père, mais c'est l'homme occidental et le père occidental qui est la cible, et non pas le patriarcat véritable là où il existe dans le monde? Oui, tout à fait, vous avez raison. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut relier cette question, il faut la relier à la question de ce qu'on appelle, bien sûr, l'intersectionnalité, c'est-à-dire l'anticolonialisme, ou au moment même, d'ailleurs, où le colonialisme, pour ce qui concerne l'Occident, a disparu, les questions racialistes, cette déconstruction d'ensemble qui... tous les éléments de cette déconstruction doivent être mis en commun pour être pensés ensemble. Je pense que c'est une base, quoi. Et à partir de ce moment-là, on trouve effectivement d'étranges oublis et d'étranges complicités. C'est-à-dire, les oublis étranges, c'est que justement, le patriarcat réel est très dur. Les néo-féministes le mettent de côté et ne s'en préoccupent absolument pas. On l'a bien vu avec l'Afghanistan, au point même qu'elles se sont réveillées, vous en souvenez peut-être, en disant « Mais il faut que la France accueille toutes les Afghanes ». Ah bon? Toutes? Ça fait des millions de personnes, pas de problème. Vous voyez, un petit peu, c'est une espèce de rattrapage. Et puis, d'autre part, donc, il y a cet oubli-là, et puis cette complicité de fait, et ça, on l'a vu au moment, vous en souvenez très certainement, des événements de Cologne, où des femmes allemandes se sont fait violer, etc. Et les néo-féministes ont répondu, les plus ardentes, il faut dire, les plus militantes, ont dit « Ah, bah oui, mais les pauvres garçons, comprenez, ils n'avaient pas nos codes ». Bon, vous voyez, donc c'est étrange, mais parce que ça fait partie d'un ensemble, et là je vous rejoins complètement, une attaque assez étonnante quand même,
quoi qu'on puisse l'expliquer naturellement, contre ce qui concerne, en gros, l'Occident.